Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Il y a des moments où le monde du travail change de grammaire, où les mots qu'on utilisait jusque-là ne suffisent plus à raconter les parcours professionnels. Pendant longtemps, nos carrières se sont construites autour des métiers. Un intitulé de poste, une fiche de fonction et une progression plus ou moins verticale autour de celle-ci. Mais aujourd'hui, ce modèle montre ses limites. Les métiers évoluent trop vite, les trajectoires se fragmentent et les compétences circulent de plus en plus d'un secteur à l'autre. Alors, une autre logique émerge, celle des compétences. Dans cet épisode, je reçois Céline Merle-Béral, directrice des ressources humaines des groupes Vivendi et Havas, pour parler de la Skill-Based Organization, un modèle qui ne résonne plus en poste, mais en compétences activables, transférables et évolutives. Ensemble, on échange sur ce qu'est la Skill-Based Organization et sur ce qu'elle implique concrètement pour les carrières, les mobilités en interne, en externe, mais aussi le recrutement et la formation. Et à travers son propre parcours fait de bifurcation, de changement de secteur et de poste, Céline incarne elle-même cette idée que nos trajectoires professionnelles ne sont pas linéaires mais multiples. C'est un épisode pour celles et ceux qui sentent que leur métier ne les définit plus totalement et pour les entreprises qui cherchent à redessiner les carrières autrement à l'heure des grandes transformations du travail. Bonne écoute! Bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue sur le Tilt. Merci. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à mon micro. On va parler d'un sujet inédit sur mon podcast, celui de la Skill-Based Organization. Alors, j'imagine que pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est un mot de jargon qui est encore un petit peu nébuleux, mais vous êtes là aujourd'hui pour nous éclairer sur le sujet. Pour commencer, avant de rentrer dans ce sujet de la SBO, est-ce que vous pouvez vous présenter sans parler de votre travail, s'il vous plaît ? Absolument. Donc, d'abord, mille merci de me recevoir ce matin. Donc, je suis Céline, je suis maman d'une grande fille de 24 ans, mariée. J'adore les gens, j'ai une vie sociale assez riche. J'ai un cheval et j'ai fait quelques courses de voiture. Voilà. Et alors, en quelques mots, quelles sont vos responsabilités chez Vivendi en tant que DRH ? Alors, en tant que DRH, j'ai une double responsabilité puisque je suis DRH du groupe Vivendi et du groupe Havas. Ce sont 2 métiers qui n'ont absolument rien à voir. L'un étant plus corporate ici chez Vivendi et chez Havas plus opérationnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire corporate d'un côté et opérationnel de l'autre ? Alors, corporate, cela veut dire que vous êtes sur des sujets de grands groupes cotés où vous devez participer à des arbitrages de décisions qui sont vraiment macro, alors que sur une dimension plus opérationnelle et plus internationale d'ailleurs, vous voyagez, vous allez au cœur des équipes pour comprendre des enjeux de transformation et c'est quelque chose qui demande de comprendre le business, les modèles économiques et d'être très en lien avec la finance et les acteurs qui font justement ce business. Et donc, pour celles et ceux qui découvrent le sujet de la Skill-Based Organization aujourd'hui, comment vous définiriez la SBO ? Alors la SBO, bien sûr, c'est un terme anglais, une organisation basée sur les compétences. Aujourd'hui, historiquement, les sociétés, les organisations sont plutôt basées sur les métiers et les expertises. C'est-à-dire que vous avez des job descriptions, dans des descriptions de postes qui sont faites de missions attendues pour remplir ce poste correctement. Passer en skill-based organization, c'est identifier les compétences qui sont requises et leur niveau de maturité pour pouvoir exercer une fonction. Donc, par exemple, si je vous interroge, vous, pour vous demander, donnez-moi
une de vos compétences. La production de podcast. La production de podcast est une bonne réponse parce qu'en face de cette production de podcast, je peux la graduer, je peux mettre un niveau attendu sur votre poste. Si vous m'aviez répondu pragmatique, on ne peut pas être pragmatique niveau 3. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Donc les compétences, c'est quelque chose en face desquelles on peut mettre des formations. Ce qui permet donc d'accompagner des parcours et de pouvoir objectivement décrire à quelqu'un ce qu'il est possible de faire ensuite. Et pour pouvoir prétendre à un poste, qu'il soit une évolution verticale ou bien un pas de côté dans l'organisation, c'est de lui mettre en face le niveau attendu de compétences, les formations qu'il peut suivre pour les acquérir s'il ne les a pas encore, ou éventuellement un mentor pour lui montrer la voie qu'il souhaite prendre. Donc, si je comprends bien, si on prend un talent dans l'entreprise, il va avoir une constellation de compétences. Et donc, finalement, ce qui va nous intéresser, c'est plus ces compétences-là plutôt que l'ensemble des compétences qui forment un métier, finalement. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité à transposer des compétences, alors qu'auparavant, on regarde son historique et sa connaissance du secteur. On a une tendance dans les entreprises à vouloir recruter quelqu'un qui vient d'un concurrent, par exemple. Ça rassure énormément. Alors que vous pouvez recruter quelqu'un qui a des compétences adaptables et qui, en apprenant le support dans votre entreprise, va être capable d'être opérationnel très vite. Je peux vous donner un exemple. Pendant le Covid, vous avez les compagnies aériennes qui ont été temporairement arrêtées. Ces compagnies aériennes emploient des traders, des gens qui achètent et vendent des espaces aériens. Dans les agences de publicité, nous avons des traders qui font du programmatique, qui vendent et qui achètent des espaces médias. Pourquoi ne pas, à ce moment-là, recruter ces traders d'espaces aériens disponibles sur le marché et qui ont l'état d'esprit et qui savent trader? Ce ne sont pas des médias, mais ils savent trader. La compétence du trading est ce qui quand même caractérise la mission. Donc il suffisait de les recruter et de leur apprendre le support média. C'était compliqué à l'époque parce que les personnes, les recruteurs, les managers se rassurent en allant chercher à la concurrence quelqu'un qu'ils vont payer plus cher, pour autant qu'il y a exactement les compétences de cette personne disponibles. Oui, cet exemple, il est vraiment frappant parce qu'en fait, on parle d'industries qui sont complètement différentes. Et dans notre manière plus classique d'envisager le monde du travail, c'est vrai c'est dur de faire le pont. Et justement, qu'est-ce que ça demande comme accompagnement au changement en interne de passer à ce paradigme-là qui est quand même très nouveau? Alors d'abord, vous avez la nécessité d'être à jour sur les outils. Il faut refaire votre job catalogue entièrement. Donc si je prends l'exemple d'un groupe comme Havas, il y a plus de 1000 descriptions de postes qu'il faut faire une par une. Et ce ne sont pas les RH qui doivent le faire. Elles doivent en définir la trame avec un comparatif avec des catalogues existants à l'extérieur. Et ensuite, elle doit solliciter tous les opérationnels à qui elle va proposer le premier draft et qui vont pouvoir confirmer les compétences attendues, révisées par le manager. Ça permet une appropriation des équipes. Parce que si vous le faites en chambre, en RH, ça ne marche pas. Le sujet est d'embarquer les équipes, même pour un sujet comme celui-là. Et ensuite, le recrutement. Le recrutement va devoir se nourrir de cette nouvelle descriptif. Les parcours de carrière vont être dans l'entreprise construits en tenant compte des compétences pour proposer des évolutions et donner de la visibilité aux collaborateurs. Ça enrichit énormément les parcours de carrière, ça enrichit les recrutements, puisqu'on peut faire rentrer des profils atypiques plutôt que toujours dupliquer le modèle que l'on a au sein de l'entreprise. Donc cet accompagnement, il se fait d'abord avec les outils, pas d'outils, pas de skill-based organization. On a un SIRH qui fonctionne très bien et au sein duquel les compétences des collaborateurs sont nommées. Et ensuite, avoir l'implication des opérationnels. Une transformation, ça prend 2 ans. Entre le moment où vous avez l'idée et le moment où vraiment ça tourne, ça prend à peu près 2 ans. Et pendant ces 2 ans, vous passez par des phases d'imperfection, de remise en question, de critique interne, parce que tout changement implique des résistances. Donc il faut être prêt à passer par ces différentes étapes. Elles sont normales, elles sont saines et elles apporteront, je pense, une transformation pérenne. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'un groupe comme Havas se penche et intègre la SBO dans son fonctionnement? Pourquoi c'est une transformation nécessaire aujourd'hui? Parce que Havas a pour seul actif ses collaborateurs. On n'a rien d'autre. On n'a pas d'usine, on n'a pas de stock. Voilà. On a des talents. Donc, ces talents, c'est leur compétence aussi qui doit être développée.
dans leur intérêt, comme dans celui de l'employeur. Aujourd'hui, vous avez l'IA qui arrive. D'accord ? Si vous voulez de façon proactive, être capable d'utiliser l'IA pour ne pas oublier des personnes qui n'ont pas eu leur entretien, qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Le fait d'avoir des compétences décrites pour chaque métier permet à l'IA d'aller se connecter sur la plateforme dont je vous ai parlé, identifier les profils qui devraient aller dans cette direction ou pourraient aller dans cette direction et leur pousser des formations ou des propositions en amont de ce que le RH ou le manager peut faire. Donc déjà, ça permet de mélanger et d'augmenter la capacité de l'entreprise à identifier ces profils, à leur proposer des parcours qui ne sont pas uniquement des parcours verticaux, où on va de junior à middle, à senior, ce qui peut être intéressant pour certaines personnes, mais la richesse d'un parcours dans l'entreprise, j'aurai peut-être l'occasion de vous décrire un petit peu, moi, ce que j'ai fait au sein de ce groupe, montre que la connaissance d'un groupe et les compétences activées peuvent l'être sur des supports qui n'ont absolument rien à voir. Et ça nous permet aussi d'avoir des talents, d'une richesse et d'une polyvalence qui font que l'entreprise devient unique. Là, vous parliez de l'IA, c'est vraiment très intéressant. Effectivement, vous parlez d'identification des compétences, de sourcing, de matching. Est-ce que l'IA a une autre responsabilité ou alors une autre capacité à jouer dans le fait d'intégrer la SBO? Alors, on est en train de développer, c'est un petit peu un acronyme, ce que j'appelle un MCBB, Meaningful Career Booster Bot. C'est-à-dire que dans la plateforme où nous avons tous nos talents, notre SIRH, il y a une couche de LinkedIn interne, il y a le suivi de tous les entretiens de fin d'année, les performance reviews, c'est-à-dire le rating aussi des personnes pour voir s'ils ont des améliorations ou bien au contraire s'ils sont au-delà des attentes. Le mélange de toutes ces données, parce que l'IA n'existe pas sans données, le mélange de toutes ces données nous permet d'identifier les profils à qui il faut proposer des évolutions. Là où vous avez le plus de turnover aussi, des jeunes à qui on n'a pas été proactif pour justement leur dire, toi, tu as besoin de... c'est quoi ton next step ? Ça fait 2 ans que tu es là, tu as toujours été très bien noté par tes managers, pour autant, tu n'as pas encore levé la main ou on ne t'a pas proposé. On va de façon proactive, lui proposer de nourrir un dialogue pour identifier ce qui peut l'intéresser. Partir à l'international, devenir plus senior sur la même expertise ou au contraire connaître le groupe à travers d'autres départements. En fonction de ce qu'il va dire, on va identifier son niveau de compétence, les compétences qu'il devrait acquérir, lui pousser des formations qui peuvent être des formations en ligne et solliciter le DRH pour prévoir des formations sur site en complément de ces formations-là ou un mentoring avec quelqu'un qui est aujourd'hui là où il était 2 ans auparavant. Où il souhaite aller et qui était à son poste 2 ans auparavant. Donc l'IA va augmenter la capacité de l'entreprise à ne laisser personne de côté. Du coup, quand on s'est vu pour préparer cette interview, vous m'avez parlé d'une talent marketplace. Ouais. Comment, concrètement, un collaborateur il pourra se positionner sur une mission ou un projet ? Alors ça, c'est la phase 2. Une fois qu'on a toutes les compétences identifiées, l'idée est de renverser la situation où nous allons proposer des missions à des collaborateurs qui pourraient se positionner. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des pitchs, des situations avec des clients, un projet particulier, un événement à gérer, une prise de parole. Les collaborateurs doivent avoir le choix pourquoi pas de se positionner sur une mission en fonction de leurs compétences. Donc là, ça demande une autre couche technique pour pouvoir justement poster ces missions-là et laisser aux collaborateurs la possibilité de se positionner. Mais ça demande une maturité dans l'entreprise et des prérequis comme passer pour moi en mode SBO. Je trouve que ça pose quand même une question sur le changement de paradigme des carrières. Moi, j'appelle ça la carrière girafe, c'est-à-dire avant, on entrait dans le monde du travail avec cette idée qu'on allait tendre le cou vers plus de responsabilités, monter dans la hiérarchie, dans l'entreprise, etc. Aujourd'hui, là, ce que vous décrivez, c'est des parcours de carrière qui peuvent être horizontaux, qui peuvent être plutôt selon, je dirais presque modulaires. Comment est-ce qu'on fait... passer justement cette nouvelle idée, comment est-ce qu'on accompagne les gens au changement dans le fait qu'en fait les carrières qu'ils ont menées jusqu'à maintenant auront peut-être un nouveau visage en fait. Alors, ceux qui ont mené leur carrière jusqu'à maintenant, c'est des personnes un peu plus seniors,
Je ne dis pas que leur carrière est derrière eux, mais on ne va pas les faire revenir en arrière. Ils ont déjà accompli certaines choses et c'est les nouveaux. Mais c'est nous qui apprenons avec les nouveaux, où la valeur de la carrière n'est plus peut-être celle d'avant. Et c'était aussi notre responsabilité d'entreprise de pouvoir nourrir cette appétence à faire des choses qui ne sont pas forcément le modèle parental, mais un modèle qui reflète cette nouvelle société, du télétravail, des années de césure, des envies de changement et la valorisation du travail qui a moins la place primordiale. Elle s'équilibre avec aussi d'autres types de réussites comme l'épanouissement personnel. Donc il faut arriver à construire des carrières qui combinent tout cela et qui reflètent aujourd'hui la société telle qu'elle évolue. Tout à l'heure, on parlait d'IA. Vous parliez de comment l'IA peut aider justement à l'intégration de la SBO. J'aimerais vous poser une question sur l'IA un peu plus transverse. Est-ce que le fait que l'IA vienne transformer les métiers, en supprimer certains, en créer d'autres, justement, est une des raisons pour laquelle la SBO est intéressante? C'est vrai que l'IA, aujourd'hui, doit être appréhendée non pas comme un fantôme ou quelque chose qui effraie, mais comme un partenaire de la transformation. Bien évidemment, certains métiers peuvent être amenés à disparaître, d'autres à se transformer, mais il y a plein de nouveaux métiers qui vont arriver. C'est très important d'embrasser l'IA plutôt que d'essayer de lutter. Ça demande quand même à beaucoup de personnes d'arriver à se former, de l'accepter. Et le fait d'avoir un modèle de compétences, ça permet justement de relativiser l'impact de l'IA et d'accompagner d'une façon assez pragmatique les personnes sur leurs évolutions. Là, ce sont des compétences et tu vas enrichir tes compétences pour pouvoir infléchir non pas ta carrière, mais la façon que tu as d'occuper ton poste aujourd'hui grâce à l'appréhension de l'IA et l'évolution de ton métier. Si jamais on n'était pas en mode SBO, comment allez-vous expliquer à quelqu'un qui est la somme de ses expériences, qu'il doit se transformer. Il ne peut pas comprendre que la somme des expériences passées avec l'IA va donner quelque chose pour l'avenir. Donc, on déconstruit les carrières et les métiers en racontant les compétences pour ensuite permettre à l'IA de former un tout et le métier de demain. Ça m'amène à une autre réflexion sur l'évaluation de la performance, en fait. Dans un monde où on n'évalue plus son travail sur un métier 360, mais sur un écosystème de compétences. Comment est-ce qu'on sait qu'on est performant et qui évalue la performance ? Alors, vous avez plein de méthodes pour cela. Bien sûr, classiquement, vous avez le manager. Aujourd'hui, quand on fait l'évaluation de la performance, d'abord, on demande des feedbacks. C'est-à-dire, si je dois évaluer, parce que vous êtes dans mon équipe, on a un entretien, je vais d'abord demander à 7-8 personnes qui travaillent avec vous, autour de vous, votre avis, leur avis sur les interactions qui ont eu pendant l'année. Donc déjà, j'aurai des feedbacks qui sont toujours des feedbacks qui ont vocation à être positifs, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui aurait pu être différent. Ça, c'est toujours très instructif. Première situation. Ensuite, vous pouvez avoir des 360. Des 360, c'est quelque chose qui va un peu plus loin que le feedback, où vous allez solliciter une vingtaine de personnes sur un questionnaire concernant la personne. Et ça permet également d'avoir vraiment une vision d'ensemble de la perception d'autres que le manager. Et ensuite, vous avez l'entretien avec le manager qui est supposé avoir été instruit sur la façon de mener un entretien. Un entretien, c'est pas... on prend pas un verre au café, on a vraiment des étapes à respecter pour permettre à la personne d'être en confiance, d'exprimer, d'entendre, faire des feedbacks constructifs. C'est important d'être capable de les entendre. Il faut avoir cette culture-là. Il y a des pays où on est plus à l'aise que d'autres là-dessus. En Asie, par exemple, c'est compliqué d'avoir un feedback négatif. Ça peut être humiliant en fonction du statut de la personne qui le donne. Donc, on doit adapter aussi partout dans le monde ces approches-là. En France, on a maintenant beaucoup d'outils pour permettre à ces entretiens de bien se passer. Mais le manager ne peut pas être le seul à assurer un entretien sans recueillir des feedbacks de la part d'autres personnes en amont. C'est super intéressant parce qu'effectivement, quand on est dans une organisation, j'imagine, qui amène la SBO, on se pose aussi la question de comment ça va toucher mon évolution, comment ça va toucher mes évolutions de salaire, ma place en termes relationnels avec mon équipe dans l'organisation. Donc, je trouve que ce que vous apportez là, c'est vraiment très intéressant.
J'avais une question peut-être un peu plus personnelle sur votre propre parcours à vous. Vous avez occupé de nombreux postes très très différents au sein du groupe. Vous m'avez partagé être passé du vin au poker, ensuite de la radio à l'automobile électrique. Ce parcours très éclectique, très varié, est-ce qu'il vous a personnellement sensibilisé à l'idée qu'en fait les compétences sont davantage importantes versus les intitulés de poste finalement? Alors, je reconnais avoir un parcours assez atypique au sein de l'écosystème Bolloré, puisque j'en suis native. J'ai commencé mes premiers pas en 97 et aujourd'hui, le groupe Havas et le groupe Vivendi font partie de cet écosystème. Si ce n'est que je n'ai pas du tout été RH avant 2012. J'avais passé le barreau, j'avais commencé au juridique et à partir de troisième année de présent, j'avais initié des propositions d'évolution, notamment du capital risque, puis préparation de la candidature du groupe à l'obtention d'une chaîne de télévision numérique terrestre, qui a demandé donc de se préparer le contenu d'une chaîne avec plusieurs autres, bien sûr, personnes du groupe. Puis, en amont du lancement de la chaîne que nous avions gagné, en fait, en 2002, le lancement a eu lieu en 2005, j'ai été sur des différentes activités, lancement d'une radio, financement de cinéma, puisqu'il allait falloir apprendre à faire des films, parce que l'exploitation d'une chaîne de télé impose de faire du financement de cinéma. Puis, au moment où la chaîne a été lancée, j'ai été directrice d'antenne. À ce moment-là, j'ai commenté effectivement le poker. Entre-temps, il fallait s'occuper du vin à la Croix-Valmer et j'interagissais avec la personne qui s'occupait du vin sans moi-même, bien sûr, être en charge. Mais néanmoins, ça m'a donné une appétence et une petite connaissance de ces sujets-là. Puis, j'ai basculé des médias à la voiture électrique, la batterie d'abord, puis le lancement d'Autolib. Et donc, ce que j'ai appris, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que lancer des nouvelles activités, ça requiert plusieurs mécaniques qui sont de prendre un risque. Il faut lancer. Il ne faut pas attendre d'être prêt à la perfection, sinon il ne se passe malheureusement rien et vous restez dans votre garage très longtemps. Donc il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur des problématiques du départ et de faire l'objet de critiques, affronter tout cela. Et au bout d'un an, en général, tout va bien. On a accéléré l'acquisition de l'expérience puisqu'on n'a pas du tout été en copie de ce que peuvent faire d'autres professionnels. Il a fallu apprendre soi-même. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très spécifique à ce groupe. C'est de donner sa chance et de compter sur la connaissance du groupe, parce que la connaissance d'un écosystème, c'est très important. Et certaines compétences, si elles sont identifiées, après, vous pouvez les faire, que ce soit pour lancer une télé ou lancer Autolib, c'est exactement les mêmes mécaniques. D'ailleurs, l'équipe en charge du lancement de la chaîne et l'équipe en charge du lancement d'Autolib étaient la même. Alors, pour autant, vous me direz, un système de voiture électrique en libre service ou une chaîne de télé, ça n'a absolument rien à voir pour autant. C'est vraiment fascinant d'avoir pu travailler d'une industrie à une autre avec des compétences qui se recoupent, mais aussi des compétences, j'imagine, très diverses. Je trouve que c'est vraiment important aussi d'avoir quelqu'un qui mène un tel projet comme celui de la SBO, qui est capable aussi de pouvoir parler de son expérience sur la transférabilité de ses propres compétences. Donc, je trouve que c'est très inspirant. Comment est-ce que, justement, vous, au sein de chez Havas, vous transmettez cette culture de l'essai, de la résilience, de l'adaptation dans ce moment charnière de l'intégration de la SBO ? Alors, d'une part, au sein de l'équipe RH elle-même, j'encourage énormément les évolutions, l'extension du champ initial. Aucun des DRH ne se contente de son champ théorique. Donc, toujours quelqu'un qui a en charge une géographie va être également en charge d'un sujet transverse. La stratégie de recrutement, par exemple, c'est Havas University, des formations spécifiques sur une population clé, le staffing plan d'un gros client ponctuel qui va être extrêmement charnu. Ça reste des sujets RH, mais se contenter de son seul scope pour lequel on est recruté ou pour lequel on est promu me paraît insuffisant. Il faut savoir s'adapter. Si les RH ne savent pas s'adapter, elles ne peuvent pas ensuite aider les populations à le faire. La proximité avec le business. Il peut y avoir des incursions hors RH sur d'autres secteurs. Je pense que c'est très important et la meilleure façon de
comprendre le business, c'est d'aller passer quelques temps. Il faut aimer les gens pour être dans les RH profondément. Le monde n'est pas parfait. Le monde dans l'entreprise, c'est le reflet de la société. Donc, on ne peut pas imaginer que d'un seul coup, on franchit le hall de l'immeuble et toutes les règles du jeu sont parfaitement respectées. Donc, il faut garder de la bienveillance les uns envers les autres. Mais ce que vous dites là, c'est vraiment une question que j'avais pour vous aussi, peut-être un peu plus macro. Vous dites ce qui se passe de l'entreprise, c'est une photo de ce qui se passe en dehors de l'entreprise. Ça veut dire quoi, ça ? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes des collaborateurs, enfin l'entreprise. L'entreprise est un lieu un peu de protection. Je crois profondément à la notion de citoyenneté. C'est-à-dire que l'entreprise est un lieu où on a des droits et des obligations. Quand vous arrivez de l'extérieur, vous avez le droit d'être en protection, d'être respecté, de pouvoir être vous-même. Et vous avez aussi l'obligation d'accepter les différences, de vous former. Vous avez le droit d'accéder à des compétences, mais vous avez l'obligation de les maintenir à niveau. Vous avez le droit à des règles de télétravail éventuelles, mais l'obligation de délivrer ce qui est attendu de vous, parce que ce télétravail a rendu un peu complexe la notion de confiance. Donc, il faut la mettre au cœur de la relation. Ça demande une citoyenneté. Et aujourd'hui, vous avez dans l'entreprise une très, très forte attente de ce que l'employeur peut faire. Je vous donne un exemple. Le choc des générations. Vous avez aujourd'hui, on va dire, une génération 30 ans et moins qui voit le monde différemment de 50 et plus. Entre les hommes et les femmes, par exemple. Ce qui est de la galanterie pour une certaine partie de la génération est absolument malvenu pour une autre catégorie. Et on peut parfaitement le comprendre. Si ce n'est que on va cohabiter pendant 15 ans. Donc, si jamais un responsable d'une cinquantaine d'années dit à quelqu'un en réunion je lady first, voilà, ce qui est bien sûr une maladresse, puisque qualifier quelqu'un par son genre, c'est comme si on disait black first. Ça n'a plus aucun sens pour la génération. Si ce n'est que cette génération qui entend lady first devrait aller lui expliquer, voilà, moi je vois le monde différemment, me désigner par mon genre, ça me choque autant que me désigner par ma race, et ça fait des femmes quotas plus tard. Mais il faut le dire avec gentillesse et non pas aller se plaindre à la RH que la personne l'a mise en inconfort et que ce qui se passe encore dans l'entreprise. Il faut qu'il y ait un peu de bienveillance parce qu'on va cohabiter pendant 15 ans. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui font qu'il y a du bien-être dans l'entreprise. C'est la tolérance mutuelle, une qualité de la communication. C'est très important, et de confiance qu'il faut qu'il faut avoir pour précéder les relations. De l'extérieur, regardez l'ambiance à l'extérieur. Les gens arrivent le matin au bureau, c'est la guerre en voiture, entre guillemets. Vous êtes en tension, vous pouvez avoir vécu une veille, une soirée difficile. Vos oripeaux ne sont pas posés à l'entrée de l'immeuble. Évidemment. Donc, il faut accepter que l'entreprise est un reflet de la société. Ouais. Nous sommes là pour y mettre des garde-fous et que les règles des jeux soient respectées. Je fais appel à cette citoyenneté, mais il faut aussi comprendre que le monde de l'entreprise n'est pas parfait. Et je vois malheureusement beaucoup d'incriminations de l'entreprise lorsqu'il y aura eu quelques manquements, malheureusement, et que ça peut arriver, et on les corrige a posteriori. Mais il faut savoir que cette entreprise véhicule énormément d'attentes, elle fait le maximum, elle ne sera pas parfaite, elle a besoin de tout le monde. Vraiment, là, dans votre réponse, je retiens 3 notions qui m'ont vraiment touchée, là, quand vous le disiez. Il y a la confiance au cœur de l'organisation, la citoyenneté, et puis vous parlez aussi finalement de notre contexte socio-économique qui impacte évidemment nos organisations et donc la manière dont elles fonctionnent et dont on doit s'adapter à l'intérieur de ces organisations-là. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour vous, Céline, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. Elle est un peu technique, alors vous pouvez prendre quelques secondes pour y réfléchir. Si vous pouviez constituer votre board de rêve dans lequel vous convieriez 3 personnalités pour vous accompagner tout au long de votre carrière, qui mettriez-vous dedans ? Je pense que je mettrais Simone Veil. Alors, c'est facile comme réponse, mais elle est tellement extraordinaire. Je pense que je mettrais quelqu'un comme Gandhi, parce que le sage sait éviter les problèmes que l'homme intelligent saura résoudre. Je pense qu'on a un grand besoin d'éviter les problèmes aujourd'hui. Et en 3e, je mettrais un artiste. Qui je mettrais Freddie Mercury, parce que je trouve que sa créativité... Génial. Il faut que j'y aille.
Pardon. Merci beaucoup Céline. Céline a un autre rendez-vous juste après. Merci infiniment. Malheureusement, ce board de rêve n'aura pas lieu puisque ces 3 personnes ne sont plus là. Mais merci beaucoup pour vos réponses et pour votre temps et à bientôt. Ce que cet échange nous rappelle, c'est que nos carrières ne se résument plus à un métier mais à un ensemble de compétences qui évoluent dans le temps. La Skill-Based Organization ouvre une autre façon de penser le travail, les parcours et les mobilités. Merci à Céline pour son temps et le partage de sa vision sur la Skill-Based Organization et la richesse de son parcours. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le autour de vous et pensez à vous abonner au podcast, c'est le meilleur moyen de faire rayonner le Tilt. Merci et à bientôt!